Bonjour! Et bienvenue à un nouvel épisode des Harry contre-attaque. Aujourd'hui, on analyse le film dit Amateur, film sorti en 2025. Donc, The Amateur raconte l'histoire d'un agent de la CIA qui est dans le département de la décryption, dont la femme part en voyage d'affaires à Londres pour un congrès. Cependant, sa femme se retrouve piégée dans un attentat terroriste qui a été perpétré parce qu'une transaction entre un groupe terroriste et un intermédiaire a mal viré. Et donc, ils ont décidé de s'enfuir et de prendre des otages qu'ils ont par la suite exécutés. Donc, cet agent de la CIA, nommé Charles, va tenter de faire payer les coupables qui ont causé la mort de sa femme à sa manière. Donc, on suit ses aventures et ses démêlés avec ses patrons, les directeurs de la CIA, et comment il enquête et interroge les témoins en lien avec la mort de sa femme. Et à partir de cela, on va commencer notre analyse. Comme Anne vient de le dire, The Amateur, ça se produit avec la CIA. CIA et non le FBI. Pourquoi? Parce que la CIA s'occupe de tout ce qui est menace extérieure aux États-Unis, alors que le FBI, c'est tout ce qui est menace intérieure. Il y a des problèmes, c'est sûr, dans la structure américaine, où que les deux agences ne se communiquent pas entre elles. Donc, une menace qui est parfois intérieure peut devenir extérieure et vice-versa, mais ça crée des problèmes à l'interne. Tout ça pour dire que dans le film, il traite des menaces extérieures. C'est pour ça qu'il regarde tout ce qui pourrait menacer la souveraineté du pays américain pour protéger la souveraineté des États-Unis. Et pour ce faire, notamment, ces agences de services secrets vont avoir ce qu'on appelle des syndics ou des assets. En anglais, dans le fond, c'est des informateurs dans différentes régions clés qui vont être postés là. Souvent, c'est des anciens membres d'une quelconque force secrète au sein du pays. Puis, ils vont devenir des consultants et des informateurs pour la CIA. C'est un peu le cas de la personne nommée Davis qui accepte d'héberger Charles pour l'aider dans sa quête. Cette personne-là, Davis, est une veuve d'une ancienne personne haut placée dans le KGB. Qui est un asset de la CIA. Et ça, c'est quand même assez réel. Il y a des personnes du KGB qui sont informateurs aux États-Unis, mais on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est question de vie ou de mort pour eux. C'est classé secret défense. Oui. Autant dans n'importe quel pays du monde, les assets. Leurs vies vont être en danger si on révèle leur nom. On peut faire un lien avec une alliance militaire qui n'est pas mentionnée dans le film, mais qui aurait pu, soit celle des Five Eyes. Les Five Eyes, c'est une alliance militaire de coopération où le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne ont accepté de se partager l'information qu'ils collectent en ligne. Comme ça, c'est une entraide qui se fait pour éliminer les menaces terroristes qui pourraient être prévenues par l'entremise des médias sociaux et d'Internet. Et donc, ça permet de diminuer les risques de menaces à la sécurité de l'État. Mais il faut savoir que les faveurs, c'est quand même assez encadré. Par exemple, si les États-Unis acceptent de donner du renseignement au Canada, le Canada ne peut pas donner ce renseignement-là, à l'Australie sans l'autorisation des États-Unis. Donc, c'est très encadré. C'est quand même assez strict. Ils font pas n'importe quoi. Puis surtout dans le monde aujourd'hui où les médias sociaux sont de plus en plus présents, c'est quand même... Je crois que leurs fonctions deviennent de plus en plus importantes. Le groupe Five Eyes peut aussi s'agrandir aux Seven Eyes avec d'autres membres, mais c'est sûr que le noyau reste ces 5 pays-là. Comme Laurence l'a mentionné, les Five Eyes, c'est une organisation de coopération militaire d'un point de vue du renseignement, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs autres organisations de coopération militaire et de défense qui ont émergé ces dernières années, notamment l'ANCUS, qui est dans le fond un accord de coopération militaire tripartite entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et il y a une autre organisation, pas vraiment dans le renseignement, qui met plus dans la sécurité, qui
qui est mentionné littéralement vers la fin du film, c'est Interpol. Interpol, c'est une organisation pour la coopération entre les services de police à l'international. Et par exemple, il y a des notices rouges qui vont être publiées pour des criminels recherchés internationalement. Par exemple, à cause d'une décision de la Cour internationale pénale, donc Interpol pourrait collaborer pour arrêter un individu si c'est la volonté, bien entendu, des États. Par exemple, la GRC, donc la GRC, la Gendarmerie royale canadienne, va collaborer par moment avec Interpol pour s'attaquer à, par exemple, un démantèlement d'un cartel de drogue ou d'un réseau de vol d'auto majeur. Et dans le film, on voit vraiment cette collaboration-là parce que à la fin du film, quand le tueur de sa femme se fait arrêter, c'est par Interpol et ce n'est pas par des Américains, mais c'est par des personnes de Finlande, si je me trompe pas, parce qu'ils sont dans ces eaux dans les eaux de la Finlande et c'est les policiers de Interpol qui vont l'arrêter. Donc, par la suite, on peut imaginer qu'il va y avoir un repatriement du prisonnier vers les États-Unis. Puis aussi, un autre fait qui est quand même intéressant, c'est la manière dont on représente les méchants dans l'histoire. Parce que je sais que vous devez vous dire qu'on fait une hyperfixation là-dessus, mais dans les faits, c'est très révélateur d'une vision du monde des États-Unis qui évolue ces dernières années et surtout ces derniers mois. On voit que les derniers films qui sont sortis américains, qui sont supposés représenter quand même un certain soft power américain, commencent de plus en plus à reconnaître des erreurs qui ont été faites par les gouvernements passés ou par les États-Unis en tant que quantité. Donc, un exemple de ça, c'est le fait que les terroristes qui ont kidnappé la femme de Charles sont d'origine russophone ou opèrent en Russie, mais dans les faits, après, son allié est la veuve d'un agent du KGB. Donc, ça, concernant la Russie, ça relativise le fait que la Russie étant l'ennemi en tant que tel, puis encore là, on estime que la menace est plutôt les groupes paramilitaires. Comme on l'a mentionné dans le G20, on voit que le groupe qui a vraiment assassiné sa femme, c'est le groupe Impact, à ma connaissance. Donc ça, c'est un groupe qui fait l'intermédiaire, le messager entre les dits mauvais États qui ne respectent pas le droit international et donc qui commettent des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes de génocide. Et les unités terroristes, officiellement, qui vont faire le sale boulot. Puis encore une fois, on souligne que ces forces paramilitaires-là vont puiser leurs effectifs dans les forces régulières. Donc, des vétérans qui se sont retirés des corps armés officiels. Par exemple, le personnage qu'on voit en France est l'exemple de ce cas-là. Un autre élément qui est intéressant en ce sens, c'est le fait que Charles est en réalité, dans ce cas-ci, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui va avoir connaissance de renseignements extrêmement secrets et sensibles d'actions que l'État ou une organisation comme la CIA va avoir perpétré des gestes qui sont répréhensibles au niveau du droit international et des normes internationales. Par exemple, dans ce cas-ci, là, c'est des opérations secrètes qui vont être menées contre des alliés, en sol alliés, à l'aide de drones, qui vont faire beaucoup de morts, alors que leurs alliés ne savent pas qu'en réalité, l'attaque vient des États-Unis. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Wikileaks et de Snowden, qui sont deux lanceurs d'alerte assez connus dans le monde. Et ça remet de l'avant l'enjeu des lanceurs d'alerte, parce que dans le fond, les lanceurs d'alerte font ça pour le bien commun, mais ils dénoncent une pratique que l'État ne veut pas que sa population sache. Donc là, pour le lanceur d'alerte, après avoir lancé l'alerte, c'est littéralement de se protéger lui et sa famille contre toute répression possible. Et pourtant, ces lanceurs d'alerte-là sont nécessaires pour la société parce que l'information, c'est le pouvoir. Si nous ne sommes pas informés en tant que citoyens, nous ne pouvons pas faire les bons choix politiques par la suite. Donc, ces lanceurs d'alerte-là sont quand même assez importants. Par exemple, Edward Snowden a dénoncé le fait que, si je me souviens bien, c'est la CIA probablement qui installait des logiciels espions dans les téléphones cellulaires de plusieurs hauts placés et de leur famille. Et je tiens à mentionner que
j'ai donné une information plus ou moins erronée. En fait, pour WikiLeaks, c'est pas Jennifer Manning, mais c'est Chelsea Manning qui a fait fuiter des documents militaires sur WikiLeaks et Julian Assange, que lui a créé le site WikiLeaks. En vertu du droit international humanitaire, donc le ius in bellum, donc littéralement le droit dans les combats, en latin, les États et les différents parties à un conflit sont tenus de respecter certaines règles du jeu pour mener une guerre qui n'est pas une guerre animale, sanglante, comme on a vu pendant la Première, la Deuxième Guerre mondiale et même pendant certains conflits ou plusieurs conflits de la guerre froide. Donc, une de ces protections-là, selon l'article 3 des Conventions de Genève, c'est la protection des civils, des non-participants à une guerre et de toujours avoir en tête l'objectif de ne pas violer les institutions civiles et de santé, sauf si ça répond hors de tout doute, pas hors de tout doute raisonnable, mais si ça répond à un objectif militaire clair et que les dégâts en population civile sont mesurés. Parce que le droit international humanitaire, donc le droit de la guerre, n'a pas pour but d'empêcher les conflits, mais d'encadrer les conflits. Donc, pour revenir à The Amateur, la manière dont Charles va utiliser ça, contrairement à Edward Snowden qui va sortir l'information via un cube Rubik, lui, il décide de sortir l'information de manière encore plus intelligente. Donc, il va d'abord s'emparer des dossiers et il va les imprimer, les mettre en sécurité, va même préparer un leurre dans un jukebox d'ailleurs, pour faire croire à ses supérieurs qu'il a caché l'information dans un jukebox, mais dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé. Puis il va utiliser ça comme un levier à son avantage pour pouvoir forcer la CIA à le former en tant qu'agent de terrain pour qu'il puisse ensuite exécuter lui-même les tueurs de sa femme. Sauf que la CIA, à la base, refusait de le faire parce qu'il voulait faire tomber l'entièreté du réseau. Et les actions commises par les dirigeants directs de Charles révèlent vraiment le danger que les lanceurs d'alerte courent pour leur vie, parce que dans le fond, ses supérieurs directs envoient quelqu'un pour le tuer. Donc là, on voit vraiment que la vie d'un lanceur d'alerte est en jeu au moment qu'il décide de dénoncer quelque chose. Et si on retourne avec Julian Assange, lui, il s'est réfugié dans une ambassade aux États-Unis pour finalement, après plusieurs années de vie en ambassade, pour finalement retourner en Australie, mais là, il est interdit au territoire américain. Oui, puis Edward Snowden s'est réfugié en Russie à la suite des multiples tentatives sur sa vie et sur sa personne du gouvernement américain par la suite des révélations. Puis en ce moment, son statut est inconnu. Mais c'est intéressant parce que dans ce cas-ci, Charles fait chanter ses supérieurs avec des opérations clandestines de la CIA à l'étranger sur des sols amis, alliés. Mais dans les faits, lui, ce qu'il va faire, c'est exactement ça. C'est que c'est ça l'ironie dans cette situation-là, c'est que oui, on comprend que l'histoire est que Charles veut se venger de la mort de sa femme, mais dans les faits, il ne prouve pas qu'il est mieux que les autres. Parce que sa première cible, elle est à Paris. Donc ça, c'est un sol où la CIA n'a pas juridiction. Puis quand il y a ce genre d'opération-là de la CIA, il faut théoriquement demander l'aval des pays, même s'ils sont alliés. Parce que sinon, c'est une violation de la souveraineté d'un autre pays. Même si, dans les faits, on connaît beaucoup. Vous avez probablement des opérations militaires quand même connues en tête, dont l'assassinat de plusieurs chefs de groupe d'organisations terroristes au Moyen-Orient, où on n'a pas vraiment demandé la permission de l'État pour agir. Mais dans les faits, chaque opération doit être communiquée à l'État dans lequel l'opération se fait. Puis, Charles, ce qu'il va faire, c'est aller à Paris, en France, et tuer une personne, causer la mort d'une personne, alors que le gouvernement français n'est pas au courant. Et le pire dans tout ça, c'est que après
le meurtre de cette première personne, les chefs de Charles vont se concerter sur quoi faire par rapport à Charles et une secrétaire ou un secrétaire, je ne me souviens plus, va venir et les informer que le premier ministre français est au téléphone. Et ils veulent savoir si ça vient d'eux. Et leur réponse est immédiate, sans hésitation, non. Mais dans les faits, oui. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, c'est une directrice de la CIA, donc tout comme dans le G20, on a une présidente afro-américaine qui est forte, qui sait ce qu'elle veut. Dans ce cas-ci, on représente une femme qui a exactement le même profil, qui n'est pas là pour faire des flaflas, qui est là pour connaître les nouveaux dossiers et ne pas se faire mentir par les patrons de Charles. Et ne pas se faire mansplainer sur comment gérer la CIA. Notamment, elle va chercher à comprendre ce qui se passe avec Charles, où il est, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi la CIA le suit. Parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des gens qui suivent Charles. Et en même temps, le fait qu'elle ne fasse pas confiance aux personnes en dessous d'elle, ça prouve que les gens ne se parlent pas à l'intérieur des communications, des organisations qui ne se font pas nécessairement confiance, comme je le disais un peu plus au début, que, par exemple, la CIA et le FBI ne parlaient pas ensemble, mais là, on voit qu'ils ont aussi donné une représentation que le patron ne sait pas nécessairement ce qui se passe en dessous de lui. Surtout qu'en même temps que les patrons de Charles tentent de cacher ce qui se passe avec Charles, on entend en background le discours de cette nouvelle directrice de la CIA qui prône une plus grande transparence dans les opérations de la CIA. Donc, on joue sur une espèce de contraste à chaque moment dans le film sur la manière dont les États-Unis fonctionnent en termes de l'appareil de défense. Et donc, c'est intéressant parce que ça mène à une réflexion de est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce que c'est mieux de cacher les choses, de concentrer tout le pouvoir entre les mains de personnes spécifiques qui ne sont pas nécessairement élues ou qui ne doivent pas nécessairement répondre de leurs actions envers les citoyens? Et donc, ça remet aussi en question l'attitude des États-Unis jusqu'à présent, de facto, par extension. Oui, est-ce qu'ils sont réellement là pour protéger les citoyens ou non? Parce que juste avec les lanceurs d'alerte, est-ce que les États-Unis sont réellement prêts à les protéger ou ils veulent plus s'en débarrasser jusqu'à quel point? Qui sont là pour le peuple en tant que tel. Oui, puis aussi, ça remet encore en question les actions passées, par exemple, la guerre en Irak. Parce que le fait que le lanceur d'alerte est outré la première fois qu'il prend connaissance des documents et décide de, oui, l'utiliser à son avantage, mais aussi comme menacer de révéler tout, tous les secrets de ses patrons. Donc, on dénonce une ingérence étrangère des États-Unis qui cause des morts. Mais ça, c'est la majorité des guerres au Moyen-Orient des États-Unis ces dernières années et dans d'autres régions du monde. Surtout pendant la guerre froide, ça avait particulièrement lieu de l'ingérence. Puis encore aujourd'hui, même si les États-Unis, l'armée américaine n'est pas présente, on peut quand même retrouver des poches d'influence importantes d'un point de vue militaire des États-Unis dans différentes régions du monde, par leurs alliances ou par ricochet, et d'autres pays occidentaux sont portés encore à vouloir avoir une influence dans les pays qui étaient des anciennes colonies lors de leur époque impériale. Et avant de conclure, si je retourne à l'arrestation d'Interpol dans les eaux, on l'a vraiment effleuré, mais c'est quand même important de faire la distinction. Pourquoi il n'arrête pas le méchant russe, biélorusse, directement où qui est son bateau? Pourquoi il faut que Charles fasse pirate le bateau de l'autre pour l'envoyer dans les eaux de la Finlande? Ça, c'est grâce au droit international, le droit international de la mer, où on a la mer comme internationale d'un pays et la mer internationale. La mer internationale, elle n'appartient à personne. C'est plus les États côtiers qui vont avoir une souveraineté dessus, mais encore là, c'est une eau que tout bateau de navire pourrait traverser. Et c'est vraiment une eau pour la libre circulation, navigation plutôt. Et surtout, c'est pas les mêmes lois internationales qui s'appliquent dans les eaux internationales. Et il y a plusieurs arrêts de la Cour internationale de justice
qui sont émis à ce sujet, ce qui pose problème parce que dans le fond, on se rappelle que la Cour internationale de justice est là pour régler un différend entre États et il y en a eu plusieurs. Donc, c'est quand même mieux d'arrêter un criminel dans les eaux territoriales. Comme ça, c'est plus clair les obligations des États. Puis après, qu'est-ce qu'il advient de cette personne que les eaux internationales où là, il faut impliquer les États, les nationaux, décider de la compétence de la Cour internationale de justice. C'est beaucoup plus complexe. Et ça nous permet de mieux comprendre la mer nationale, l'eau nationale d'un État. C'est une limite qu'il y a. Je me rappelle pas c'est quoi la limite exacte, mais tous les États ont une certaine souveraineté sur la mer entourant leur côte. Donc, si par exemple, ils avaient arrêté le criminel dans les eaux de la Russie, mais les autres navires n'auraient pas pu rentrer parce que là, ça aurait été comme une invasion, plus ou moins, parce qu'il n'y avait pas l'autorisation du pays pour rentrer. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté dans les eaux de la Finlande. Parce que sinon, c'est une violation de la souveraineté territoriale d'un État, comme on l'a mentionné, si un corps militaire étranger entre sur le territoire d'un État qui s'étend, comme on l'a mentionné, à ses eaux nationales. Là, c'est une violation de la souveraineté et ça peut aussi, indirectement par ricochet, s'interpréter comme une déclaration de guerre. Seulement s'il n'y a pas d'autorisation de l'autre pays, parce que oui. Un pays peut donner son autorisation. Oui, c'est ça. Mais dans le fond, ça peut s'escalader rapidement, c'est ça. Donc, c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut s'escalader rapidement et à quel point la violation de la souveraineté d'un État, selon le droit international, en vigueur à l'instant où on enregistre ce podcast, parce que, comme vous le savez, les choses changent rapidement. Donc, la violation de la souveraineté est la violation la plus fondamentale du droit international, à mon avis, historiquement parlant. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avertir un autre État si on entre dans ses eaux nationales ou sur son territoire avec son armée. Ce qui est normal quand on y pense. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont attendu qu'ils soient en eau territoriale de la Finlande. Comme ça, il peut avoir une meilleure coopération avec Interpol pour arrêter ces gens. Et ça permet donc plus rapidement de gérer le cas de ces terroristes. Donc, si on peut récapituler le tout, le film en tant que tel, c'était pas un coup de cœur pour nous deux, mais ça reste un bon film pour expliquer un peu plus les services secrets militaires d'un État. Ça se reflète là-dedans. Oui, on a des critiques à faire, mais ça reste de la fiction aussi. Oui, puis aussi, j'ajouterais à cela que ce film est intéressant parce qu'il met en scène quelqu'un d'à peu près normal qui réussit à exploiter son plein potentiel pour parvenir à ses fins, ce qui bonifie le rêve américain d'une autre façon. Parce que d'habitude, quand on parle du rêve américain, on a des réfugiés ou des immigrants qui s'en vont aux États-Unis, ils voient la statue de la liberté et ils passent de 0 à genre le 1% de la richesse aux États-Unis à force de travailler et de longues heures et d'études. Sauf que là, on parle d'un autre type de rêve américain. On parle de l'idée qu'on peut parvenir à ses fins aux États-Unis. Donc, c'est intéressant. C'est comme une transformation, encore une fois, d'un certain rêve américain de... Tu ne vas pas nécessairement devenir un milliardaire, mais tu vas réussir à parvenir à tes fins, ce qui ramène le rêve américain peut-être à un niveau plus humain, moins... Grandiose, mais réalisable. Je vous invite à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce changement de paradigme du rêve américain. Croyez-vous que c'est toujours la vision actuelle, le rêve américain grandiose? Croyez-vous que le rêve américain par les films devient de plus en plus réalisable ou c'est juste... Et pensez-vous que le soft power qui est projeté par les films américains qui ne sont pas des Marvels est différent, pareil, et lequel est le plus attrayant pour vous? Sur ces grandes questions, on vous dit à la prochaine.